Donc d'abord je remercie vivement les organisateurs d'avoir invité à cette journée et puis pour dire d'où je parle, je suis assez impressionnée par les interventions toutes théoriques qui ont eu lieu cet après-midi, également ce matin, et pour moi je vais prendre une posture extrêmement basique, empirique, pragmatique, en essayant de décrire un processus de recherche, un projet de recherche et les méthodes qui ont été associées à ce projet de recherche, avec simplement l'idée, mais ça renvoie à des choses qui ont été dites avant moi, que l'objectif de cette recherche était de faire une description du réel, en gardant autant possible une position de neutralité et en aucun cas de faire du droit, c'est-à-dire de contribuer à la fabrication d'une règle. Et je dois dire aussi en introduction que le type de recherche que je vais vous présenter là, mais j'y reviendrai après, est un type de recherche qui effectivement a peut-être du mal à trouver sa place dans une perspective académique, parce que vous savez tous que devenir juriste savant, c'est aussi s'inscrire dans une carrière, présenter ses travaux devant le CNU ou devant éventuellement un jury d'agrégation, et que, à l'évidence, le type de travail que je vais vous présenter là ne rentre pas dans cette perspective, et c'est peut-être pas pour rien que je suis chercheur au CNRS et pas enseignant. Alors ce que je vais faire, c'est d'abord vous présenter cette recherche, donc évidemment pas les résultats, mais les questions qu'on s'est posées et la façon, les méthodes qu'on a utilisées pour essayer de répondre à ces questions, et ensuite rentrer dans une discussion un petit peu rapide pour voir quelles sont les questions que pose ce type de méthode. Alors la recherche que je vais vous présenter, elle s'appelle la recherche Compresse, compenser les inégalités économiques au moment du divorce. Pourquoi faire? Puisque l'idée était toute simple, c'était depuis 1975 le divorce, et donc le mariage a changé de configuration, le mariage n'est plus indissoluble, les relations de sexe ont changé, les relations sociales ont changé, les femmes se sont mises au travail rémunérées. Et à partir de cette évolution des relations sociales, et notamment des relations de genre, pourquoi est-ce qu'on a cru bon en 1975 et encore actuellement de remplacer ce qui était une pension alimentaire après le divorce par ce qu'on appelle aujourd'hui une prestation compensatoire? Alors pour ceux qui auraient oublié ce que c'est la prestation compensatoire, parce que c'est vraiment une toute petite tête d'épingle du droit, c'est donc l'obligation pour un époux divorcé de verser une somme d'argent à l'autre époux au moment du divorce, en compensation des différences de niveau de vie qui sont révélées par la séparation. Donc, notre question toute simple, c'était mais pourquoi cette prestation existe-t-elle encore, alors que le mariage n'a plus la place qu'il avait et que les relations de genre ont beaucoup évolué? Et puis aussi, dans la mesure où cette prestation existe toujours, comment fonctionne-t-elle? Parce que les articles du Code civil correspondant, donc 270 et 271 du Code civil, qui instituent la prestation compensatoire, sont des articles qui renvoient à ce qu'on a appelé ici ou là l'incertitude du droit, c'est-à-dire que c'est certainement pas avec ces textes-là que le juge va pouvoir fixer un montant de prestation compensatoire. Il a un certain nombre de critères de décision, la durée du mariage, l'âge des époux, leur santé, les enfants, etc. Mais c'est pas ça qui fixe un montant, donc comment arrive-t-il avec ces différents critères à fixer un montant? Donc pourquoi et comment? Sachant qu'on constatait au début de la recherche qu'il y a quand même pas mal de divorces dans lesquels la prestation compensatoire est encore prévue, que ce soit changement mutuel ou contentieux. On était à 12% et la recherche a montré même que c'était plutôt près de 20% que de 12% des divorces dans lesquels il y a encore le versement de cette somme d'argent. On s'est donc interrogé sur ce qu'on appelait les justifications théoriques et empiriques de cette prestation et sur ses modalités de distribution. C'est-à-dire analyser comment les praticiens font face à la teneur des textes et éventuellement aux contradictions et ambiguïtés de ces textes lorsqu'ils doivent prendre une décision sur la question de la prestation compensatoire. On avait donc un objet qui était, au sens du droit français, la prestation compensatoire et qui était plus largement l'existence du versement d'une somme d'argent entre les époux au moment de la séparation. Donc on avait choisi de travailler sur cet objet. À cet objet, on posait deux questions. Pourquoi la prestation existe?
et comment cette prestation existe, c'est-à-dire quelles sont les modalités de fixation de cette prestation compensatoire. Et donc, pour tenter de répondre à cette question, on a mis en place un appareil de recherche relativement élaboré. Il s'agissait d'un projet financé par l'ANR, donc on avait la possibilité de mettre en place un système de recherche assez élaboré, en plusieurs axes de travail qui se voulaient complémentaires. Et alors, le premier axe, c'est, premièrement, on va travailler sur les justifications du versement d'une prestation compensatoire. Comment donc peut-on travailler sur les justifications du versement d'une prestation compensatoire? Mais on va essayer, alors c'est ce qu'on s'est donné comme méthode, on va essayer de trouver les arguments qui sont développés, donc les arguments théoriques, qui sont développés pour justifier le versement d'une telle prestation. Et on a fait un travail pluridisciplinaire, notamment avec des économistes, donc on a travaillé sur les arguments juridiques et les arguments économiques qui justifient le versement d'une telle prestation. Alors où est-ce qu'on a cherché ces arguments? On les a cherchés d'abord dans le discours du droit, c'est-à-dire que dans les textes eux-mêmes, est-ce que dans les textes eux-mêmes on trouve la justification du versement de cette prestation? Et la seule justification qu'on trouve, c'est la différence de niveau de vie entre les époux au moment du divorce. Et encore, pourquoi ne pas laisser en l'état cette différence de niveau de vie? On est allé la chercher dans les approches économiques théoriques, donc dans la littérature internationale, dans les approches d'économie du droit, dans les approches juridiques qu'on a qualifiées de théoriques, c'est-à-dire dans la doctrine. Qu'est-ce que le discours doctrinal nous dit de la justification de cette prestation? Et puis on est allé la chercher aussi dans le discours du législateur, entre guillemets, parce que ça renvoie à un être mythique qui évidemment n'existe pas, mais on est allé rechercher les travaux parlementaires depuis 1975 et toutes les réformes qui ont eu entre-temps, que nous disaient les travaux parlementaires de la justification de cette prestation. Alors, je ne reviens pas sur les résultats parce que ce n'est pas l'objectif, mais du coup, on avait donc un corpus de littérature théorique, enfin de littérature, qui était la doctrine, les travaux des économistes, les travaux parlementaires, et puis les textes eux-mêmes qui étaient analysés relativement vite et qui ne nous disaient pas grand-chose. À côté de ces justifications théoriques, on a essayé de rechercher des justifications empiriques du maintien de cette prestation, en particulier sur les inégalités de ressources au moment de la séparation. Donc là encore, on a procédé à une revue de littérature internationale économique, c'est-à-dire pour connaître les travaux qui avaient été faits sur la différence de ressources au moment de la séparation entre les hommes et les femmes. Et du coup, ça a permis d'élargir non seulement à la rupture du mariage, mais à la rupture du concubinage. Donc là, c'était une approche théorique aussi. Et puis, donc là, c'est des méthodes qui sont connues, que vous connaissez, puisque c'est de l'analyse textuelle. Et puis aussi, on a construit des données, alors là, c'est pas moi qui l'ai fait, à partir des données fiscales, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur les déclarations de ressources à l'impôt sur le revenu dans l'année qui précède le mariage et dans l'année qui suit le divorce, pardon, dans l'année qui suit le divorce, pour pouvoir comparer les montants de revenus déclarés par les époux avant le divorce et après le divorce, pour pouvoir évaluer la perte de niveau de vie liée à la séparation. Alors là, ce sont des économistes de l'INED qui ont fait et de l'INSEE qui ont fait ce travail et qui montrent, qui concluent à effectivement une différence considérable de niveau de vie, de perte de niveau de vie entre les deux époux à la fin après le divorce, puisque la perte de niveau de vie de monsieur en moyenne serait de 3%, si j'ai une bonne souvenir parce qu'il y a évidemment une perte d'économie d'échelle, mais la perte des niveaux de vie de monsieur serait de l'ordre de 3% et de madame de 24%. Donc là, déjà, dans les données empiriques, on trouve une explication éventuellement du maintien de cette prestation. Et puis, sur les justifications de cette prestation, on a aussi essayé d'élargir à la protection sociale en disant oui, mais s'il y a effectivement, si on trouve qu'il y a une justification économique au maintien d'une compensation, après tout, pourquoi la compensation elle est liée à la relation mariage, il y a peut-être d'autres façons de compenser ces inégalités. Et donc, on a fait une opération pour connaître les dispositifs relevant de la protection sociale qui sont une forme de compensation des inégalités de genre liées à la présence d'enfants ou liées au statut matrimonial. Et donc là, on a fait une analyse comparée des législations européennes, enfin d'un certain nombre de législations européennes, tous les pays n'étaient pas représentés. Et là, ça rend aux questions de langue qui ont été soulevées ce matin. Effectivement, pour faire une analyse comparée des législations européennes, non seulement il faut passer la barrière du langage
naturel, mais il faut aussi passer la barrière du langage juridique, puisqu'évidemment les notions juridiques ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, et donc on trouve des équivalents fonctionnels, et pour dépasser la barrière du langage naturel, la meilleure solution qu'on ait retenue et qui me semble utile, c'est de réunir un groupe de chercheurs, enfin un groupe de spécialistes pour le coup de la protection sociale dans le domaine social familial, qui représentent chacun leur pays et donc qui maîtrisent parfaitement chacun leur pays et qui ensuite mettent leurs connaissances en commun en ayant garde de ne pas faire de contresens sur les dispositifs, sur les différents dispositifs nationaux. Donc là, on était sur les justifications du versement de cette prestation compensatoire. Ensuite, on a essayé de travailler, ça a été plus difficile, sur les déterminants de la demande de prestation compensatoire à l'occasion du divorce. C'est-à-dire qu'on partait du principe, de l'hypothèse, qu'on avait des situations identiques dans lesquelles, dans certains couples, il y aurait une demande de prestation compensatoire et dans d'autres couples, il n'y aurait pas de demande de prestation compensatoire pour des raisons qui sont propres à l'histoire de ce couple-là. Et donc, on voulait essayer de savoir quels étaient les déterminants des demandes de la prestation compensatoire. Et du coup, on est allé faire, mais ça donnait moins d'informations, on est allé faire une enquête auprès des avocats qui structurent les demandes qui aboutissent en justice pour essayer de voir comment ils construisaient les demandes avec leurs propres clients. Et donc là, on était sur le terrain d'une enquête qualitative auprès d'une trentaine d'avocats, avec des entretiens semi-directifs, donc encore une autre méthode utilisée pour essayer d'avancer sur cette question. Et puis sur les déterminants de la demande, on a fait aussi, on a pensé qu'il serait intéressant de connaître les critères légaux qui structurent ces demandes. Alors évidemment, pour la France, on n'avait pas de difficulté, mais on a créé un groupe de travail sur l'analyse comparée des législations européennes, sur ce qu'en France on appelle la prestation compensatoire, sur ce qui ailleurs s'appelle souvent la pension alimentaire entre époux, sur cette somme d'argent versée entre époux au moment du divorce. Et là encore, on a utilisé la même technique, la même méthode que celle utilisée pour la protection sociale, c'est-à-dire un séminaire réunissant un représentant de chaque pays qui se mettent autour d'une table à plusieurs reprises pour mettre en commun leurs connaissances et s'assurer qu'ils parlent bien de la même chose. Par exemple, quand on parle de pension alimentaire ou de prestations compensatoires, ça peut renvoyer à des mécanismes différents, notamment à des acquis, à des traditions différentes. Et donc, il fallait s'assurer qu'on parlait bien de la même chose. Autre axe qui a été utilisé, c'est les déterminants de la fixation de la prestation compensatoire. Là, on est sur l'incertitude du droit et le fonctionnement de la justice. C'est-à-dire que, j'accélère un petit peu, c'est-à-dire qu'on est allé analyser des décisions de justice pour savoir comment les juges fixaient le montant des prestations compensatoires. Donc là, on n'est pas sur les décisions rendues par les juridictions supérieures, on n'a pas étudié la jurisprudence de la Cour de cassation, ce qui était un autre aspect du travail. On a étudié des séries de décisions de justice du premier degré, donc on avait un corpus important de décisions de cour d'appel et un corpus encore plus important de décisions de juges aux affaires familiales. Et avec des analyses statistiques poussées, on essaie de mettre en relation des critères de décision qui ne sont pas forcément les critères légaux, parce qu'évidemment on ne peut pas s'arrêter à la simple motivation utilisée par le juge pour motiver sa décision, puisque ces motivations renvoient forcément aux critères légaux du Code civil, il ne peut pas faire autre chose par définition. Donc on essaie de mettre en lien les montants de prestations compensatoires en particulier avec des critères qui sont issus de la loi, par exemple les années de mariage, ou d'autres critères qui sont par exemple le sexe du juge, pour essayer de trouver quels sont les critères déterminant le montant de la prestation compensatoire. Et éventuellement, donc, en utilisant des critères légitimes, des critères a priori illégitimes, tels que le sexe du juge. Donc là, il y a un gros travail de sélection d'échantillons, de construction d'une grille d'analyse de ces décisions, et puis de saisie. Et en l'occurrence, c'était une opération de saisie qui est lourde. Et du coup, on a pu travailler en collaboration avec le service statistique du ministère de la Justice, qui a non seulement collecté les décisions, mais fait une partie de la saisie des informations. Et puis le dernier axe, c'était éventuellement de travailler sur les barèmes, puisque c'est un vieil ami avec lequel je travaille depuis longtemps, et on
a surtout travaillé sur l'analyse des barèmes existants, puisqu'on en a collecté une douzaine, dont on a pu démontrer qu'ils donnaient des résultats à peu près de 1 à 15, selon, comme tu disais, l'un ou l'autre. Alors, c'est donc une recherche par définition pluridisciplinaire avec des sociologues, des juristes, des économistes, des statisticiens, et donc une recherche en réseau avec des gens qui venaient d'un peu partout en France. J'arrête là, je ne reviens pas évidemment sur les discussions. Simplement, je pense que, puisqu'il me reste 2 minutes, je pense que l'essentiel, c'est de retenir, c'est que il ne faut pas s'arrêter aux sources du droit. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de travailler sur le droit ici, il s'agissait de travailler sur un phénomène juridique. Et je pense que quand on prétend faire de la recherche sur un phénomène juridique plutôt que de faire la recherche sur le droit, on a la possibilité de ne pas se laisser prendre au piège de la source. L'une des difficultés de la recherche juridique, me semble-t-il, c'est de ne vouloir travailler souvent que sur ce que le droit dit être du droit, sur les sources juridiques au sens du positivisme. Et si on veut travailler au-delà et travailler sur le phénomène juridique, on est forcément confronté à la nécessité de travailler sur d'autres sources que les sources juridiques, par exemple ici les barèmes, les décisions de justice, le discours de la doctrine, etc. Et du coup, on adapte ces méthodes à des objets. Donc, c'est vraiment une question d'objet d'étude. D'abord, une question d'objet d'étude, une question de problématique, de questions posées à cet objet d'étude, et ensuite de méthodologie adaptée à ces différentes questions et objets d'étude, indépendamment de ce que j'appellerais le piège des sources, qui fait qu'on a tendance à rester sur ce que le droit admet comme étant une source de droit. Cela dit, vous aurez remarqué que ce type d'approche est nécessairement pluridisciplinaire. Ça impose d'avoir une équipe et les moyens de cette équipe. Et comme on en a discuté tout à l'heure à l'heure du déjeuner, il semble que ce type de recherche soit appelé à se développer, y compris sur le terrain de la recherche juridique, parce que vous êtes pour beaucoup confrontés aux questions des appels à propositions de recherche. Et lorsqu'on répond à un appel à proposition de recherche, eh bien, il faut construire un état de laisser-voir, il faut construire un objet de recherche, il faut construire une méthode. Et donc, ça permet d'avancer sur le dépassement de ce que j'ai appelé le piège des sources. Je vous remercie.